Quand vous vivez trop longtemps à côté d'une poubelle, vous n'en ressentez plus l'odeur. Vous devenez immunisé à la puanteur. Ça devient normal pour vous. Je ne sais pas si vous avez jamais expérimenté un rat mort dans votre maison. Un rat ou une souris. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, vous sentez l'odeur quand le rat commence à pourrir, n'est-ce pas? Mais avec très peu de temps, vous ne sentez plus l'odeur du tout. Il faudrait que votre sœur ou votre frère ou un parent vienne d'ailleurs, d'une autre chambre peut-être, rentre dans votre chambre et sente l'odeur pour en faire mention. Ou peut-être que vous sortiez aller faire un tour quelque part, à votre retour, alors là, vous sentez l'odeur, vous dites, ça, c'est une odeur pestilentielle. Sinon, vous n'en sentez pas. Si vous vivez trop longtemps à côté d'une poubelle, vous ne sentez plus l'odeur. Ceci est valide dans beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement sur le plan pratique directement de l'odeur, c'est aussi en cas de mentalité. Vous grandissez dans un milieu où les gens insultent, racontent des bêtises, aucune différence entre docteur, ingénieur, médecin, tout le monde, c'est dans la même bêtise, vous n'en sentez plus l'odeur. Vous pensez que tout le monde est égal à ça. Au Nigeria, il y a un truc très intéressant qui se passe, les amis. Les gens sont tués chaque jour. Ils sont généralement chrétiens. 200 personnes ont été tuées lors d'une attaque coordonnée menée par des hommes armés dans plusieurs États hier. Et je pense qu'il est très important d'en parler. Il faut rappeler leur mémoire. Il faut rappeler ces situations parce que beaucoup de personnes semblent s'accoutumer. C'est l'odeur qu'on ne sent plus. Okay? On est habitué à cette odeur. On vit à côté de la poubelle, ça devient normal. On peut pas normaliser les décès à cette ampleur. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ont-ils été tués? Parce qu'ils sont chrétiens. Simplement. Les enlèvements en masse se poursuivent. Plus de 150 fidèles ont été kidnappés des églises et c'est incohérent. Je pense qu'il faut en parler. Vous savez, récemment, Trump a fait cet avertissement disant si le gouvernement nigérien ne faisait absolument rien, pour résorber cette histoire concernant les chrétiens, les États-Unis d'Amérique viendra gun blazing, pour trouver une solution brutale à cette situation. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était un tollé général. Les gens se sont fâchés disant que les États-Unis d'Amérique cherchaient des alibis pour aller se présenter et piller carrément le pays. Ils étaient sponsors eux-mêmes du terroriste et tout le bazar. Mais bon, beaucoup ne comprennent pas que les États-Unis, c'est pas un groupe immobile. Les États-Unis, il y a les démocrates, il y a les républicains, chacun a sa politique. Oui, d'accord, les démocrates ont sponsorisé beaucoup d'histoires qui auraient favorisé ce transfert d'argent entre les mains de Boko Haram et tout le bazar. 697 millions de dollars par an, sans compter les transferts d'argent liquide, les madrasas, l'EI, Al-Qaïda, Boko Haram, l'EI Khorasan et les camps d'entraînement terroristes. Voilà ce que cela finance. Mais Trump, clairement, est celui à travers lequel cette information est sortie. Donc, les États-Unis auraient sponsorisé les Boko Haram. Mais ce sont les mêmes Américains qui vous informent disant que nous avons sponsorisé Boko Haram. Parce que s'ils n'avaient pas dit ça pendant leur sit-down au Sénat, le monde n'aurait jamais su que c'est eux qui sponsorisaient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie des États-Unis qui voulait mettre à nu une autre partie des États-Unis qui aurait sponsorisé cette histoire. Et cette partie des États-Unis qui met à nu l'autre partie, c'est la partie de Trump, qui a demandé de partir agir au Nigeria. Beaucoup de gens ici, les Africains, oh non, ce sont les alibis. Est-ce que vous pensez que les Américains s'inquiètent pour les chrétiens africains? Bah, écoutez, c'est peut-être vrai qu'ils s'inquiètent pas. Mais pourquoi on leur donne des raisons d'avoir des alibis de venir? Pourquoi le Nigeria ne fait absolument rien pour le défendre? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. C'est l'odeur du rat qu'on ne sent plus. Les gens meurent. C'est un peu comme les médecins et les infirmiers. Ou ceux-là qui préparent les morts, hygiéniquement, comment on les appelle? Ils sont immunisés à ces sentiments. Je pense qu'ils sont immunisés à ces sentiments. Sinon, ce serait très difficile de faire leur travail. N'est-ce pas? Il faut s'y habituer. Et c'est ça, les gens se sont habitués à la bêtise. C'est une bêtise à laquelle on s'habitue. Bon, je vous informe aussi, si vous ne le savez pas, qu'il y a des militaires américains déjà au Nigeria. Bizarrement, malgré leur pushback, ils ont finalement accepté d'accueillir des militaires, des soldats américains sur le sol nigérien. Représente-t-il un répit, enfin, pour ces chrétiens? Sont-ils seulement ceux qui sont tués, les chrétiens? Absolument pas. Il y a aussi les musulmans tués. Mais ces musulmans sont les musulmans qui acceptent des chrétiens. Les gens qui nous ont attaqués, on ne les connaît pas. Ils ont pris d'assaut notre maison et on a entendu des coups de feu. On est allé à son magasin et ils ont trouvé mon fils là-bas. Il les a suppliés, mais les bandits ont dit « Non, on n'épargnera personne ». Ils l'ont tué. Ceux qui tuent les chrétiens sont des musulmans avec une version compliquée de l'islam. Une version que personne ne comprend. Donc, c'est au-delà de la religion. Bref.
La présence américaine était-elle nécessaire? En tout cas, les Américains sont là. Et regardez où sont. Ça, c'est le Nigeria. Regardez sur la carte, il y a à côté le Niger, il y a le Burkina Faso, le Mali. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan géopolitique pour l'instant. Ils veulent reprendre leur position sur le plan politique. Ils veulent reprendre leur position sur le plan géographique, puisqu'il y a des Russes là. Sont-ils là pour les minerais? On ne sait pas. Vont-ils prendre les minerais? Absolument, si vous leur donnez une opportunité. Maintenant, les Africains doivent faire quelque chose par rapport à ça. Alors, on va parler ici d'une personne très intéressante, le fils de Mohamed Kadhafi qui vient d'être tué, qui s'appelle Saïf al-Islam, fils biologique de Mohamed Kadhafi, qui s'était présenté aux élections en 2021. Pourquoi il a été tué? Évidemment, monsieur a une influence forte en Libye, parce que, naturellement, beaucoup de personnes en le voyant avaient cette nostalgie de son père. C'est normal, vous remarquez souvent les présidents de républiques dans beaucoup de pays africains, même s'ils n'étaient pas essentiellement des gens bien, quand ils sont plus, et qu'il y a leurs enfants, leurs fils surtout, il y a cette nostalgie, les gens revoient un peu, estiment ou exploitent un peu mentalement la représence du président qui est déjà parti. Donc c'est la même histoire qui s'est passée en Libye. Beaucoup de gens soutenaient Saïf al-Islam Kadhafi, espérant qu'il redevienne Kadhafi dans le futur. Il s'est présenté aux élections en 2021. Malheureusement, les élections n'ont jamais eu lieu jusqu'alors. Le pays est en lambeaux, le pays a été complètement détruit pour beaucoup de raisons. Alors, Saïf al-Islam s'est officiellement inscrit comme candidat aux élections présidentielles libyennes prévues en 2021. Il est apparu en public pour la première fois depuis des années, vêtu en vêtements traditionnels pour signer le document de candidature. Sa candidature était controversée, évidemment, car il était recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés, s'il vous plaît. Il avait été condamné en contumace par un tribunal libyen en 2015. Une condamnation ensuite contestée. Des factions rivales s'opposaient fermement à son retour sur la scène politique. C'est ça. Donc on ne voulait plus de lui. Alors pourquoi ne s'est-il pas présenté? La commission électorale libyenne l'a initialement disqualifié. Un tribunal l'a ensuite réintégré, mais l'élection elle-même a échoué en raison de conflits politiques entre les fractions. Il n'a jamais réellement eu l'occasion de faire campagne ou de concourir. Mais c'est une personne qui avait les potentiels, les capacités de pouvoir remplacer son père. En tout cas sur le plan figuré. Alors, pourquoi on n'a pas voulu de lui? On n'a pas voulu de lui parce que monsieur était le fils de Kadhafi. Kadhafi, c'est qui? C'était cet homme ici. C'était un homme qui n'était pas démocratique du tout, mais qui a fait beaucoup pour son peuple. Mohamed Kadhafi a créé un pays, un environnement où, quand des jeunes se mariaient, on leur donnait un appartement gratos. Un environnement où, quand ces jeunes avaient leur premier enfant, le gouvernement leur accordait $5,000. On leur donnait $5,000 pour continuer la vie. Quel bonheur! Ok, c'était un environnement où à chaque fois que le pays vendait le pétrole à l'étranger, chaque citoyen libyen bénéficiait d'un pourcentage de cette vente. Chaque personne bénéficiait. C'est pas comme chez vous où le directeur de machin achète des villas, les politiciens construisent des immeubles pendant que les gens périssent et vivent dans la misère, la galère, la trière, la peine. Je sais pas comment on peut être un peuple, ça me dépasse. Ça me dépasse. Kadhafi a créé un pays incroyable. À l'époque, le plus grand projet d'irrigation sur Terre. Regardez la Libye. Sèche comme tout. Ok? Mais à l'époque, Kadhafi a importé de l'eau venant de l'océan. Pourquoi? Pour créer cet environnement fertile. Et en cela encourageant le peuple dans l'agriculture. Chaque citoyen désirant se lancer dans l'agriculture a été soutenu par le gouvernement. C'est-à-dire, on lui accordait financement, machinerie et entraînement. Coaching. C'est-à-dire, une personne expérimentée, un mentor, viendrait vous aider à développer votre industrie de agriculture et vous paierez l'argent quand vous désirez. C'était ça le Kadhafi, le dictateur. Oui, le dictateur. C'est comme ça qu'on l'appelait, non? Dictateur. Dans la dictature de Kadhafi, à chaque fois qu'une personne libyenne était malade, elle était soutenue par le gouvernement. Et si sa maladie nécessitait de l'aide venant de l'extérieur, c'est-à-dire un traitement au Japon par exemple, le gouvernement disponibilisait l'argent et les fonds nécessaires pour envoyer la personne au Japon pour se faire soigner. C'était ça, la dictature de Mohamed Kadhafi. Il a été accusé de dictature, de tuerie, machin histoire. Pourquoi? Parce que monsieur a révélé au monde que la démocratie n'était pas le seul système qui fonctionne. C'est ça l'impression qu'on veut vous donner. La démocratie est le seul moyen de fonctionner, mais cette démocratie n'est pas légitime. Alors, Sarkozy et ses amis Obama et Hillary Clinton ont manigancé les histoires, sont partis bombarder son palais, ils ont emmené des djihadistes ou des combattants de la liberté à l'époque, voilà comment on les appelait, combattants de la liberté, et la Libye s'est transformée en enfer depuis lors.
C'est donc ça, je pense qu'il est important de rappeler la mémoire de ce grand homme qui a fait beaucoup pour l'Afrique. Mohamed Kadhafi a joué un rôle très important. Vous savez, à l'époque, l'Afrique n'avait pas de satellite de télécommunication. Vous le savez, à l'époque, les appels coûtaient très cher. Pourquoi? Parce que voilà, pour faire un appel venant de votre chambre, pour aller dans la chambre d'à côté, votre appel devrait être routé vers l'Europe, satellite européen, pour repartir en Afrique. Donc imaginez, vous appelez depuis l'Afrique, ça va en Europe, et puis de l'Europe, ça rentre chez vous. Ça coûtait trop cher. Moi, je me souviens, dans les années 90, c'était très difficile. À l'époque, dans l'un des pays où je vivais, avoir un téléphone portable, c'était un statut social. C'était réservé aux gens grands, aux commerçants, réservé aux agents de renseignement, oui, des agents politiques et tout ça. C'était pas pour n'importe qui. Je me souviens d'ailleurs, une fois, j'ai appelé un monsieur avec qui on était amis à l'époque, pour dire bonjour, parce que ma mère avait finalement acheté un téléphone portable, téléphone avec grande antenne, là, c'était comme ça, un grand antenne. Ouais. Je l'ai appelé au téléphone. Hey, salut mon pote, comment tu vas? Il répond, ah, ça va très bien, et toi? J'entends sa mère à l'autre côté du téléphone disant, c'est qui? Le monsieur dit, c'est Zach. Zach? Lui aussi, il a un téléphone. Lui aussi, il a un téléphone. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Non, on ne peut pas avoir un téléphone. Ah, non, la vie. Bref, c'était ça. Parce que c'était difficile. À l'époque, l'Afrique payait 400 millions de dollars par an pour le téléphone, par an ou par mois, je sais plus, pour le téléphone. 400 millions de dollars, peut-être par mois. 400 millions de dollars. OK? Mais pour avoir leur propre satellite, il fallait combien? 500 millions de dollars. Les Africains se sont mis ensemble. Les dirigeants africains ont envoyé leurs envoyés spéciaux pour se mettre ensemble, discuter sur comment ils peuvent mettre de l'argent ensemble pour acheter ce satellite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient incapables de le faire. Voilà pourquoi on vous dit les Africains sont très bons quand il faut détruire, insulter, dégrader, insulter là, ils viennent en masse. Mais quand il faut contribuer, 1 euro, 1 euro. Ah, l'argent là va partir où? Ah, les autres ont déjà donné. C'est comme ça. C'est comme ça. Inutile comme pas possible. C'était tellement difficile que Kadhafi était obligé de dire, OK, ça coûte combien à 500 millions d'euros? Je veux donner 400 millions et vous cherchez 100 millions. C'est comme ça que les Africains ont eu leur premier satellite africain. Et ça ne se limite pas là. Il y a aussi African House, la maison des Africains, comment on appelle ça, en Éthiopie. Là où se réunissent les Africains, les dirigeants pour discuter. Ça a été sponsorisé par les Chinois. L'immeuble a été construit et sponsorisé par les Chinois. En fin de compte, ils ont placé des éléments d'écoute, des micros, des caméras, pour envoyer des données en Chine chaque samedi dans un serveur chinois. Donc, tout ce que vous dites là, dans les corridors, tout ce qui est votre machin et discussion interne entre président de la République africaine, est transmis en Chine. C'était ça. Parce que c'est ça la mentalité. Les gens disent les dirigeants sont mauvais. Ils ne sont pas les dirigeants. Les dirigeants sont vos cousins, ils sont vos oncles, ils sont vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, dans le cas du Cameroun. Ils sont vous partagez le même sang. Chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Ce n'est pas les dirigeants le problème. C'est the core of the nation is broken. Anyway. Mémoire de Kadhafi ne sera jamais oublié, un homme très fort. Mais où sont les enfants de Kadhafi? Où sont-ils aujourd'hui? Saïf al-Islam Kadhafi. Il a été longtemps détenu par une milice des Itam, libéré en 2017, a tenté de se présenter à la présidentielle 2021, toujours recherché par la CPI, malheureusement a été abattu. Hannibal Kadhafi a été emprisonné au Liban. Il a été arrêté en 2015 à Beyrouth, détenu dans le cadre de l'affaire de disparition d'imam Moussa Sadr en 1978. Il est toujours en prison malgré des demandes de libération. Celui-ci, Al-Saïd Kadhafi, il était extradé du Niger vers la Libye en 2014, acquitté en 2018, libéré en 2021 et a quitté la Libye pour vivre en Turquie pour toujours. Celui-là, Mutassim Kadhafi, est mort en 2011. Malheureusement, il était capturé et exécuté à Sirte le même jour que son père. Celui-là, Kassim Kadhafi, il est considéré mort. Il était commandant de la 32e brigade. Plusieurs rapports indiquent qu'il est mort en 2011. Aucune preuve visuelle officielle, mais toutes les sources le considèrent décédé. Celui-là, Mohamed Kadhafi Jr., est exilé au sultanat d'Oman. Il est le fils aîné de Kadhafi, a fui en Algérie en 2011, puis à Oman. Oman lui a accordé l'asile sous condition de discrétion politique. Et celle-là, Aïcha Kadhafi, est exilée en Oman. Elle a fui en Algérie en 2011 avec sa mère et ses 2 frères, et a ensuite obtenu l'asile au sultanat d'Oman. Oman lui a imposé une règle stricte, aucune activité politique publique. Elle a parfois publié des messages pro-Kadhafi, mais Oman l'a rappelé à la discrétion, toujours sous protection, vivant avec ses enfants. Donc c'est ça les amis, c'est bien triste, l'histoire du grand Kadhafi,
Son fils, celui dont beaucoup portaient à cœur, espérant revoir la présence du père, est malheureusement décédé. Il aurait été exécuté par 4 personnes qui ont eu le temps d'éteindre la caméra de surveillance avant de le tuer à coups de feu. Bon, on se pose la question de savoir, étaient-ils vraiment libyens ces personnes ou bien ils ont été envoyés par des special forces? Pourquoi un Libyen va éteindre la caméra avant d'être exécuté? On se pose la question. Ils en foutent éperdument. Ils sont là pour te tuer, non? Mais une personne de couleur différente, qui serait identifiée comme une personne importée d'ailleurs, special force, vont éteindre la caméra. Ils le feraient très bien parce que c'est important. Faut-il quelquefois dire non? Trop c'est trop. Je pense qu'il est temps pour moi d'accepter mon sort et d'avancer. Je pense que c'est intéressant de voir. Les États-Unis d'Amérique viennent de renouveler AGOA. AGOA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dit African Growth Opportunity Act. AGOA, évidemment, c'est un moyen dont les Américains se servent depuis très longtemps pour aider les pays africains depuis les années 2000 dans l'administration de Bill Clinton. L'objectif, c'est de faciliter la tâche aux Africains afin d'exporter des pays qui savent produire, afin d'exporter aux États-Unis d'Amérique et de revendre là-bas à un prix plus élevé, sans avoir à payer les taxes ou les impôts. C'est-à-dire, s'il y a un élément chez vous que vous pouvez vendre à $100, aux États-Unis, vous pouvez vendre ce même élément à $500. Parce que le dollar a de la valeur par rapport à votre monnaie, certainement. Si pas le cas, les Américains ont un pouvoir de fonds beaucoup plus avancé que le vôtre. Donc, ça permettrait évidemment de faire des bénéfices à hauteur de 500. Donc, le marché américain a été ouvert depuis 2000 aux pays africains afin d'exporter plus de 1800 produits vers les États-Unis sans droit de douane. C'est ça, AGOA. Les Américains donnent une opportunité aux pays africains de pouvoir se faire de l'argent à travers AGOA. Est-ce que c'est pour l'amour des Africains? En tout cas, AGOA vient d'être renouvelé depuis le mois de septembre 2025, là où ça a connu son expiration. Généralement, avant l'expiration, on annonce déjà quand est-ce qu'on va faire une extension. Et les extensions, généralement, font 10 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Cette fois-ci, ce n'est que 1 an. Pourquoi? Contrôlez ce que vous faites, contrôlez votre direction. Évidemment, ceci offre un petit répit à une trentaine de pays africains, dans plusieurs pays francophones d'ailleurs. On parle ici des pays qui bénéficient le plus de AGOA. Nous avons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, il y a le Madagascar, l'Angola. Et en 2024, 8,23 milliards de dollars d'exportation africains ont bénéficié à cet accord. Donc, nombreux pays africains exportent aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, je pense qu'il est essentiel de voir les choses telles qu'elles sont. AGOA a été créé dans l'objectif d'aider les pays africains à se développer et à avancer, à devenir autosuffisants. Mais ce qui est intéressant, il y a une histoire, par exemple, du Rwanda. Vous voyez le Rwanda sur la carte. Le Rwanda a décidé, en un certain moment, de ne plus accepter les habits de seconde main, les habits usés qui viennent des États-Unis d'Amérique. Vous savez comment ils le font aux États-Unis d'Amérique. Les ONG vont chez des individuels disant, écoutez, vous voulez aider un petit enfant en Afrique qui souffre? On montre une photo d'un petit Africain avec un gros ventre. L'Afrique dans toute sa nature, d'après les Américains. Vous pouvez aider un petit Africain en envoyant une paire des chaussures ou des jeans. Et en envoyant cela, beaucoup d'Américains pensent réellement qu'ils sont en train d'aider un petit Africain en Afrique, ne sachant pas que leurs habits, en effet, se retrouvent dans des marchés africains en vente. Généralement, les habits que vous voyez là, de seconde main, sont des habits qui sont envoyés de bon cœur. Mais ce sont les ONG qui se font de l'argent. C'est une industrie réelle aux États-Unis d'Amérique. Le Rwanda avait décidé de commencer à promouvoir l'industrie locale d'habits, aider ses créateurs locaux, de pouvoir se faire de l'argent en créant. Mais on ne pouvait pas le faire de manière effective avec des habits venant des États-Unis presque gratuits parce que ça coûte presque rien. C'est d'une compétition injuste. Le Rwanda a donc dit désormais on n'acceptera plus les habits de seconde main venant des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Les Américains ont menacé le Rwanda, disant nous allons vous balancer hors de portée de AGOA si vous osez faire ça. Nous voulons accès à votre marché, même avec nos habits de seconde main. Initialement, on pensait que AGOA avait pour objectif d'aider les Africains à se développer. Mais finalement, ce n'était plus le cas. Quand le pays africain veut vraiment se développer, on lui dit non, il faut rentrer en arrière. AGOA a aussi été utilisé contre les Sud-Africains. L'Afrique du Sud envoie des voitures aux États-Unis d'Amérique. Oui, on fabrique des BMW et des Mercedes en Afrique du Sud qui sont généralement envoyés aux États-Unis pour une vente. La plupart des voitures américaines, BMW et Mercedes, viennent d'Afrique du Sud. Donc il y a un gros marché là-bas, automobile, un gros marché agricole sud-africain aux États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux Sud-Africains, désormais on veut aussi accès à votre marché en termes de poulet, poultry. Mais l'Afrique du Sud avait un acte protégeant les fermiers locaux pour essayer de se protéger des maladies qui venaient généralement des poulets importés des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que les Américains ont dit? Ils ont dit, si vous fermez votre marché à nos poulets qui sont malades, éprouvés, nous allons vous balancer hors de AGOA.
De même pour la vache folle, la viande américaine qui partait en Afrique du Sud. On a interdit pendant qu'il y avait la vache folle et on a prouvé scientifiquement qu'une grande quantité de cette viande était infectée. Qu'est-ce que les Américains ont dit? Si vous osez fermer la porte, on va vous montrer. Alors, AGOA, c'est limite-t-elle sur le plan agriculture? Non, absolument pas. C'est aussi politique. AGOA a aussi une opportunité pour vous demander de fonctionner d'une certaine façon. C'est-à-dire, si vous réfléchissez d'une manière autonome ou une manière pas tout à fait analogue à la manière américaine, on vous balance hors d'AGOA. L'exemple parfait, l'Ouganda sur la carte. Les Ougandais ont décidé de voter une loi qui interdisait les mariages entre papa et papa. Par exemple, pourquoi? D'après leur culture, c'est inacceptable, c'est intolérable, c'est inconcevable. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a balancés hors d'AGOA, en plus des sanctions qu'ils ont eues par-dessus le marché. Pourquoi? Parce que l'Ouganda a décidé, à travers ses leaders traditionnels et spirituels, de refuser d'adopter cette mentalité. Contrairement, les Africains, généralement, peuvent avoir plusieurs femmes. Okay? Dans plusieurs pays, en tout cas, c'est légal. On peut avoir une première, une seconde, une troisième, une quatrième. Mais est-ce qu'on peut le faire aux États-Unis d'Amérique légalement? Absolument pas. Vous serez jeté en prison. Pour les Africains, ça, on n'accepte pas. Mais pour eux, il faut accepter parce que c'est la liberté de choix. C'est ça, d'une certaine façon. On a mis la pression sur l'Ouganda au point où l'Ouganda était incapable de recevoir même des prêts venant des institutions étrangères. L'objectif d'AGOA ici a beaucoup changé. Ce n'est pas seulement aider. L'objectif d'AGOA est ici le contrôle aussi. C'est aussi une question d'avoir accès à votre marché. C'est aussi une question de sécuriser les ressources, donc prioriser les minéraux critiques comme en RDC, en Guinée, au Gabon, pour réduire la dépendance de la Chine. Donc les Américains ne veulent plus recevoir beaucoup de ces histoires venant de la Chine. Ils veulent gagner le terrain en Afrique. On utilise AGOA pour des investissements, donc comme une carotte, okay, et bâton, pour obtenir des concessions. Si vous parlez à la Russie, à l'Iran et à la Chine, on vous balance hors d'AGOA. Si vous vous alignez à nous directement, là on vous donne accès à AGOA. La question qui reste ici, sommes-nous vraiment libres? L'AES, je sais que beaucoup ne le savent pas, mais l'AES a reçu des intermédiaires américains pour aller discuter, tenter de maintenir des canaux de discussion avec les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas fait officiellement, parce que si c'est fait officiellement, les Américains auront l'impression de ne pas soutenir leur propre idéologie selon laquelle il faut seulement soutenir des leaders démocratiquement élus. Les intermédiaires américains militaires ont été au Niger pour aller discuter. Les envoyés non officiels, les experts en sécurité, les anciens diplomates, des consultants ont approché des responsables sahéliens pour sonder leurs intentions. Okay? Les États-Unis veulent évidemment éviter que l'AES tombe totalement dans l'orbite russe. Le Niger est stratégique aux Américains à cause des bases qui existaient à Agadez. Vous savez, les États-Unis d'Amérique ont construit des bases de drones pour surveillance dans le Sahel contre le terrorisme. Et aussi, numéro 2, les Américains veulent continuer à rester au-dessus dans la rivalité avec la Russie. L'AES s'est approché de Moscou. Les États-Unis veulent éviter une perte totale de l'influence. Donc, comment on évite une perte totale? Soit par la force, soit par la gentillesse. C'est soit par la gentillesse, c'est-à-dire on va vous offrir de la sécurité, des entraînements, des investissements, ou par la force. Maintenant, ils sont en train de le faire dans la gentillesse, en envoyant des envoyés spéciaux. Et ce ne sont pas des gens qui sont officiellement reconnus. Ce sont des experts en sécurité, ce sont des contracteurs et all bazar. Mais il y a aussi une force sécuritaire quelque part. Où les Américains sont physiquement au Nigeria déjà. Ils ont perdu leur base au Niger, ils sont maintenant au Nigeria. Contrairement à ce que beaucoup pensaient. Quand on vous disait que Donald Trump veut partir au Nigeria pour les bombarder, les gens disaient quoi? Trump cherche un moyen pour rentrer, pour aller piller. Les Nigérians ont repoussé, n'est-ce pas? Mais finalement, maintenant, je vous confirme que les militaires américains ont été officiellement acceptés au Nigeria. C'est-à-dire le Nigeria et le Niger, regardez sur la carte. Les États-Unis difficilement acceptent une forme de défaite. C'est-à-dire, vous leur demandez de quitter et ils quittent sans leur volonté. Comme on leur a demandé de le faire au Niger. Maintenant, ils sont au Nigeria, dans le pays voisin. Posez-vous la question de savoir, le Nigeria qui avait refusé catégoriquement d'accepter la présence américaine chez eux, citant la souveraineté, désormais a des militaires américains sur place. Qu'est-ce qui risque de se passer pour l'influence autour du Niger? Alors, je pense qu'il y a de bonnes questions à se poser. Soit vous allez coopérer avec les Américains en leur accordant accès, surtout à l'uranium. Ils ne veulent pas que l'uranium va ou passe entre les mains des Iraniens, surtout pas. Soit on risque de voir des choses se dérouler très rapidement en cascade. Soit vous allez coopérer avec nous, en tout cas en termes d'uranium, qui est très important dans ce cas. Vous pensez que Agadez, là, et tout le bazar, c'était seulement pour surveiller les terroristes? Absolument pas. C'est aussi question de voir où va l'uranium et le reste. Ah, tout à fait, c'est ça. Avant de faire la surveillance contre les terroristes et les entraînements de vos militaires, il faut aussi savoir de qui il s'agit, avec qui on est en train de dealer.
Donc c'est ça. Les États-Unis d'Amérique viennent de renouveler AGOA. AGOA, je pense que c'est nécessaire ou pas pour les Africains. Apparemment, il y a des histoires dans lesquelles vous rentrez des amitiés, des relations où vous devenez esclave en réalité. Vous pensiez gagner au départ, mais en réalité, c'est vous qui êtes esclave. Pour que beaucoup de pays africains reçoivent accès à AGOA récemment, il a fallu accepter de recevoir des expulsés américains. Pas américains, mais des expulsés par les États-Unis. Ce sont souvent des gens qui sont venus d'Afghanistan, du Venezuela, des bandits, des criminels, pour accepter le cas du Ghana, par exemple. Le Ghana avait été bloqué de réception de visa. Sinon, acceptez les gens que nous vous renvoyons. Et évidemment, ce n'est pas par amitié que Donald Trump le fait. Pourquoi il ne les envoie pas en France ou en Hollande? Mais il les envoie dans des pays qu'il appelle shithole country, c'est clair. Il faut appeler chaque chose en son nom. AGOA, est-ce nécessaire ou pas? Comment est-ce qu'on peut mitiguer ce genre d'histoire? On peut changer ce genre d'histoire en marchant dans une idée analogue. Mais malheureusement, les Africains entre eux-mêmes. Regardez le Niger et le Bénin. Regardez le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les Américains sont au Nigeria. Ils sont là, les militaires, physiquement, déjà. On dit que c'est un nombre très réduit, mais on ne sait pas, on ne peut pas vous le dire et le confirmer. En tout cas, il y a des gens qui sont déjà envoyés à l'AES pour discuter, pour échanger. Dans la vie, il faut être fort. Parce que si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas bon. On vaut mieux être fort qu'être bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auront du mal à accepter cela. Dans la vie, il faut être fort. La force surplombe la bonté. Il faut être fort avant d'être bon. Parce qu'un bon faible, ce n'est qu'un faible, sans force. Qui a peur d'être fort. Parce que si tu fais l'impression d'être fort, devant un fort, il t'écrase. Ok? Un bon faible, c'est un hypocrite. Ce ne sont que les faibles qui sont bons. Voilà. Un bon fort, c'est un vrai bon. Un bon faible, ce n'est pas un vrai bon. Parce que tu ne sais pas ce qu'il sera quand il sera bon. Donc, il faut être fort dans la bonne. Donald Trump veut signer un accord nouveau avec la Russie. Un accord qui emmènerait la Russie à signer, c'est-à-dire à réduire, si pas détruire, les ogives nucléaires. Donald Trump veut signer un accord avec la Russie. En fait, c'est un accord qui existe déjà, ça s'appelle START. Mais Donald Trump veut faire une extension, un renouvellement de cet accord. Mais en une condition, il faudrait impliquer la Chine aussi. Trump veut signer cet accord nucléaire qui emmènerait la Russie et la Chine à la table de négociation, en remplacement du traité bilatéral New START arrivé à l'expiration. Mais il a fait de la participation de la Chine une condition non négociable. Donc, pour signer un renouvellement de l'accord qui existe déjà entre la Russie et les États-Unis sur la limite des bombes atomiques et des ogives nucléaires, Donald Trump exige la présence de la Chine aussi dans cet accord. Qu'est-ce que Trump veut? Trump veut un nouvel accord, évidemment. L'ancien accord nucléaire des États-Unis et la Russie, appelé New START, a pris fin le 5 février 2026. Cet accord, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça limitait le nombre d'armes nucléaires stratégiques que chaque pays pouvait avoir prêtes à l'emploi. On limite le nombre d'armes nucléaires que chaque pays peut avoir directement au besoin pour éviter des catastrophes. START signifie Strategic Arm Reduction Treaty. Okay? C'est un traité de réduction d'armes stratégiques. Il s'agit ici d'une série d'accords qui a été fait entre la Russie et les États-Unis à l'époque pour contrôler les armements nucléaires entre les deux pays. À l'époque, il s'agissait de l'Union soviétique, évidemment. C'était 1991. Pourquoi? Parce qu'il y avait course à l'arme, la guerre froide entre les deux pays. Et à l'époque, chaque pays produisait un maximum d'armes nucléaires. L'objectif, c'était rendre le monde plus sûr pendant des périodes de grands bouleversements. L'Union soviétique, à l'époque, avait des raisons de le faire. L'accord a été initié d'abord par Ronald Reagan, ce monsieur ici, le président américain à l'époque, qui a proposé pour la première fois la réduction profonde des armes nucléaires en 1982. Il a demandé aux Russes, est-ce qu'on peut réduire les armes nucléaires? Il a appelé le projet START. Et à l'époque, les Russes ou les Soviets n'étaient pas tout à fait d'accord parce qu'à un moment donné, ils s'y sont retirés. Mais éventuellement, l'Union soviétique était au point de s'effondrer et avait des difficultés. Mikhail Gorbatchev, cet homme ici, avait besoin de se soulager sur le plan économique. L'Union soviétique était en difficulté, il dépensait beaucoup d'argent, en tout cas grande somme, dans la course aux armements. Gorbatchev, arrivé au pouvoir en 1985, voulait réduire les dépenses militaires afin de redresser l'économie et mener des réformes. Alors, Reagan a initié, Gorbatchev a accepté. Ils ont signé l'accord. START a eu deux versions. La première version, évidemment, c'était la toute première, signée le 31 juillet 1991 par le président américain George Bush le père et le dirigeant soviétique à l'époque, Mikhail Gorbatchev. C'est Reagan qui a commencé l'idée, mais c'est George Bush le père qui a signé.
START était important parce que c'était le premier traité qui réduisait réellement et pas seulement limitait le nombre d'armes nucléaires à longue portée. Ça réduisait, pas seulement limité. Il s'agissait ici de réduire complètement. Okay? On détruisait les armes nucléaires à longue portée. Mais cette signature qui a été signée en 91 a expiré en 2009. Et en 2009, il a encore été signé une seconde fois par Barack Obama, cette fois-ci, et Dimitri Medvedev. Et a expiré une fois en 2021, mais a été prolongé jusqu'en 2026. 2011, 2021, 2026. Maintenant, c'est expiré. C'est-à-dire, le dossier qui permet que la Russie et les États-Unis détruisent les armes nucléaires et gardent une sanité mentale a expiré jusque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant START? Avant l'avenue de START, dans les années 70, on se contentait de limiter la construction de nouvelles armes, mais n'obligeait pas les pays à détruire celles qui existaient déjà. Ça, c'était avant START. Vous pouvez avoir des armes, vous ne pouvez pas les détruire, mais ne développez pas les nouveaux. Mais les armes terribles que vous avez, vous n'êtes pas obligé de les détruire. C'est START qui a permis de commencer à réduire les armes nucléaires. Alors pourquoi Trump veut un nouvel accord? Parce qu'il y a un accord qui existe déjà. Trump veut un nouvel accord parce qu'il dit qu'un nouvel accord doit être meilleur que le précédent. Et pour lui, ce nouvel accord doit impérativement inclure la Chine et pas seulement les États-Unis et la Russie. Trump trouve que actuellement, la Russie et les États-Unis ne sont pas les seules puissances du monde nucléaire. Il faut aussi la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine développe très rapidement un grand nombre de nouvelles armes nucléaires. Ouais, ils sont en train de faire une course effrénée. Trump affirme aussi que si un accord ne concerne que la Russie, la Chine continuerait d'augmenter son arsenal, ce qui n'est juste ni sûr. La Chine ne veut pas joindre l'accord. Pas du tout, ils ne veulent pas. La Chine souhaite que les États-Unis et la Russie réduisent d'abord leurs propres arsenaux, jusqu'au niveau plus proche que celui de la Chine. Parce que jusque-là, nous savons que la Russie et les États-Unis ont en moyenne de 4000 bombes nucléaires ogives disponibles, pendant que la Chine n'en a que 600 ou moins. Donc la Chine dit, vous réduisez d'abord. Moi, je ne veux pas réduire, vous réduisez d'abord. La Chine considère que la demande américaine comme une tentative de freiner la croissance nucléaire, tout en permettant aux États-Unis de conserver leur avantage. La Russie, évidemment, exige la présence de deux autres pays. La Russie ne signera pas s'il n'y a pas la France et la Grande-Bretagne. Okay? Parce que la France, évidemment, a environ 290 ogives nucléaires, le Royaume-Uni, environ 225. Donc, les Russes ont dit, nous, on ne va pas signer s'il n'y a pas la Grande-Bretagne. Vous voulez la Chine, nous, on veut la Grande-Bretagne et la France, qui sont alliés de l'OTAN et les États-Unis. Donc, la Russie considère donc leurs arsenaux comme faisant partie des menaces nucléaires occidentales dirigées contre elle. Les États-Unis veulent quoi? Les États-Unis de Trump veulent un grand accord unique, incluant à la fois la Russie et la Chine, et non un accord séparé. Il affirme que les anciens modèles est dépassé et qu'il existe désormais 3 grandes puissances nucléaires, les États-Unis, la Russie et la Chine, et souhaite aussi arrêter de ralentir la montée de l'arsenal nucléaire chinoise. Donc Trump est en train de faire un combat avec la Chine, c'est évident, mais respecte la Russie. Maintenant, il faut regarder dans le passé pour essayer de comprendre. Pourquoi veut-il renouveler cet accord des ogives nucléaires? Parce que le même Trump, si on se rappelle bien, en 2019, avait annulé, si pas retiré du traité INF avec la Russie. Se retirer de l'IETF, est-ce autant lié à la menace dans le Pacifique occidental venant de la Chine? Est-ce la menace émergente de la Chine? Non, la raison, c'est que, tout d'abord, il faut évidemment ajouter des pays. C'est ancien, mais surtout, un des côtés ne l'a pas respecté. Nous l'avons fait, mais l'autre côté, non. Donc, à moins qu'ils ne respectent l'accord, nous ne devrions pas être les seuls à le faire. J'espère que nous pourrons réunir tout le monde dans une très grande et magnifique salle et conclure un nouveau traité qui serait bien meilleur. Mais, parce que c'est certain, j'aimerais voir cela. Mais il faut que tout le monde le respecte. Et il y a un côté qui fait presque comme si cela n'existait pas, fait pratiquement comme si cela n'existait pas. Donc, à moins que nous n'ayons quelque chose sur lequel nous sommes tous d'accord, nous ne pouvons pas être désavantagés en respectant un traité qui limite ce que nous faisons, alors que quelqu'un d'autre ne respecte pas ce traité. C'est quoi le traité INF? Le traité INF, c'est le traité Intermediate Range Nuclear Force Treaty. C'est un traité qui a été signé en 1987, encore une fois par Gorbatchev et Reagan, les mêmes présidents de l'Union soviétique et les Américains. Ce sont les présidents qui ont apporté la paix. Ils ont signé le traité destruction de l'ogive nucléaire. Ils ont aussi signé le traité de INF. INF, c'est quoi? Réduction d'armes de portée intermédiaire, des missiles rapides.
500 à 5000 km. Donc, ils interdisaient des missiles terrestres d'une portée de 500 à 550 000 km. Des missiles capables de frapper rapidement l'Europe et l'Asie. Ils ont annulé cette histoire. Ils ont aussi annulé le projet d'ogive nucléaire. Mais quand Trump est venu au pouvoir en 2019, il a annulé le projet de INF, des missiles intermédiaires 500 km à 5500. Pourquoi? Pourquoi fait-il semblant alors? Pourquoi veut-il encore dire qu'il veut vraiment un nouveau projet sur les ogives nucléaires? Pourquoi Trump a abandonné le projet en 2019? Les États-Unis avaient accusé la Russie de tricher. Moscou aurait, d'après eux, construit et testé pendant des années des missiles interdits appelés NEF M72M en violation du traité. Les États-Unis ont accusé la Russie et ils se sont retirés. Ils n'ont pas entendu des explications, il n'y a pas eu de preuves du tout. Mais la réalité, c'est celle-ci, les États-Unis voulaient se rattraper parce qu'ils étaient en retard. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, la Chine ne faisait pas partie de ces traités. Donc la Chine avait des missiles intermédiaires très rapides de 500 à 5500 km. Ils pouvaient frapper n'importe où très rapidement. Les États-Unis étaient en retard. Ils ont dit, bon, non, on s'est retiré de ces traités pour nous... Enfin, ils n'ont pas dit ça, mais c'était pour se rattraper. Mais maintenant, ils veulent faire signer à tout le monde. Ont-ils le droit de le faire ou pas? Ce qui est évident, est-ce que M. Donald Trump veut la paix au monde? Parce qu'évidemment, quand vous entendez une personne dire qu'il faut signer un traité sur les bombes nucléaires, on pense directement qu'il veut la paix. Mais est-ce qu'il veut vraiment la paix? Ou bien? Parce que s'il voulait vraiment la paix, il ne se serait pas retiré du traité des missiles INF. Donald Trump, en réalité, cherche une bonne position pour les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, il ne veut pas nécessairement la paix, il ne veut pas que les États-Unis soient en retard. Si vous êtes en avance par rapport aux Américains, il va vous faire signer un document ou un papier pour vous empêcher de gagner un peu plus d'avance, le temps qu'ils se rattrapent. C'est la même histoire qui s'est passée en Iran. Je vous rappelle que l'Iran avait signé un traité avec les Européens et les États-Unis avec Obama. Mais à l'arrivée de Trump, il a dit que ce traité était incompréhensible et incohérent. Il faut l'annuler, il faut le renouveler. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans cette histoire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la Chine doit écouter Trump? Parce que je vous rappelle ici, la force est très importante. On ne respecte que la force. La raison pour laquelle on appelle la Chine et la Russie à la table de négociation, c'est parce qu'ils sont forts et en capacité. Pourquoi on n'appelle pas les autres là, la Syrie, le Venezuela à la table de négociation? Comment on peut se permettre d'aller kidnapper un président? C'est parce qu'il n'y a pas de force. Le droit de l'homme n'existe pas. On ne respecte pas le droit d'une personne faible. Ça ne se fait pas. Le faible dans ce monde restera faible pour toujours. L'esclave sera esclave. Croyez-moi, on dit officiellement l'esclavage est fini, mais l'esclave s'est transformé en travailleur de chaque jour, de 9h à 17h. Partez dans certains pays, vous verrez, vous serez choqués, je ne citerai pas les noms. C'est la force qui est importante. Si vous ne vous alarmez pas à vous affranchir, vous serez piétinés de tous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bless.